Et comme ça, on commence la table ronde. Bon, l'idée, c'était quand même de commencer un peu par les débuts, c'est-à-dire comment tout a commencé, l'envie de reprendre, comment vous avez choisi votre cible, su qu'elle était à reprendre. Donc, je ne sais pas, Philippe, si tu veux commencer. Ouais. Ça te replonge à 14 ans, mais tu peux débrancher complètement. Ouais. Ah oui. Oui, c'était il y a 15 ans, du coup. Puisque j'ai repris un 4 février 2010 l'entreprise. C'était un plombier de 80 personnes, donc pas une petite entreprise, et de 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avant, pendant 15 ans, comme c'était écrit sur le long CV qu'il y avait... C'est pas très fort, je ne sais pas si vous entendez. J'avais passé 15 ans dans des groupes de services. Et au moment où j'ai quitté Elis, en fait, là, c'est des opportunités, des changements. J'étais directeur général adjoint. Puis il y en a un des 3 directeurs généraux adjoints qui est passé président. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller faire pareil, mais ailleurs, de faire autre chose, et d'aller faire quelque chose qui soit plus personnel, alors que j'avais fait 15 ans des activités, ou plutôt intrapreneuriales, on va dire. Et donc l'idée de basculer d'intrapreneur à entrepreneur, c'est un truc qui me titillait et que je pensais pouvoir faire parce que il se trouve que j'avais toujours fait des acquisitions dans quasiment tous mes postes, depuis mon 2e poste après la sortie de l'école, je pense. Ça, c'était un peu un fil rouge. Et que j'avais eu pratiquement tout le temps des activités très intrapreneuriales, donc patron de région, de filiale, choses comme ça, mais que j'avais aussi eu des passages par des services fonctionnels. Donc en fait, j'avais une vue assez large de ce qu'est une entreprise. Et c'est 3 éléments qui m'avaient beaucoup servi à convaincre notamment les financiers, banques ou fonds, que je pouvais peut-être réussir ce truc-là, parce qu'à côté de ça, j'ai repris une boîte de bâtiment alors que j'avais jamais fait de bâtiment de ma vie. En revanche, et puis en plus que c'était en 2009 que je cherchais la boîte, et 2009 pour le bâtiment, c'est quasiment le pire moment avant aujourd'hui, quoi. Parce que 2008, crise qui touche beaucoup le bâtiment. Et en fait, ce qui m'a beaucoup servi, c'est de pouvoir raconter à tous les financiers, que j'avais une connaissance de ce qu'est une entreprise, une connaissance assez profonde, une connaissance de la reprise, même si c'est complètement différent, la reprise, quand on est entreprise ou quand on est repreneur individuel. Et puis, une connaissance du service, et que ce que je voulais faire, c'était pas une boîte de bâtiment, mais une boîte de service. Et ça, ils l'ont cru. Et en fait, en plus, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est ça le début. Et comment j'ai trouvé la boîte très simplement, quand j'avais fait pas mal d'acquisitions chez Elis, notamment dans les dernières années, j'avais fait bosser pas mal de cabinets de M&A, et donc il y en a plusieurs qui me connaissaient et à qui j'ai envoyé l'affiche classique qui dit ce qu'on cherche, qui on est. Et ils avaient en portefeuille une boîte qu'ils m'ont montrée. Je leur ai dit, mais pas du tout, je ne veux pas faire du bâtiment, surtout que c'était décrit comme une boîte de construction. Enfin, et le gars me connaissait un peu, il m'a dit, si, alors on n'a pas encore le mandat, mais dès qu'on l'a, je vous fais rencontrer, vous verrez. Et il avait raison, en fait, il n'y a rien de plus service finalement qu'un plombier dès lors qu'il fait de la rénovation. Et donc on est resté dans la rénovation pour faire du service depuis le début, d'où une boîte aujourd'hui de rénovation un peu unique, parce qu'il n'y en a pas d'aussi grosse et d'aussi variée aujourd'hui. Enfin, ça pourrait. Il y a des boîtes plus grosses dans le bâtiment, mais qui font de la rénovation avec tous ces métiers, il n'y en a pas. Et on met quoi sur ce genre de fameuses fiches Non, mais est-ce que toi, tu t'avais déjà mis un minimum de chiffre d'affaires, de salariés? Parce que tu as pris quand même une boîte assez grosse dès le début. C'était ton ambition, enfin, que tu t'étais mis, parce que tu avais quand même déjà pas mal d'expérience, ou tu étais assez ouvert finalement? Alors, on met surtout ce qu'on a fait, les secteurs dans lesquels on cherche. Alors, sauf que secteur service, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que tout peut devenir du service. Donc ça, c'est pas très facile quand on cherche dans le service. Et puis, oui, on peut donner quelques éléments, mais en fait, il ne faut pas le dire trop fort, mais il faut surtout mentir. Un peu comme quand on va pour acheter un appartement, si on dit qu'on a 10 000 euros d'apport, on n'est jamais rappelé par l'agent immobilier, et il vaut mieux tricher un peu. Et bon, on m'avait fait un peu le même conseil, en fait, c'est pas complètement idiot si on veut être rappelé. Après, on trouve toujours de l'argent à apporter. Donc, Merci beaucoup. Younes, un peu pareil, toi, comment ça a commencé? Surtout que tu avais fait plutôt
j'ai pas fait le calcul, mais je vais dire 10 ans d'entrepreneuriat. Donc, enfin, pourquoi l'envie de reprendre? Comment tu as trouvé Bloodigo? Comment ça s'est passé? Moi, effectivement, ce qui m'a donné envie. Moi, j'ai commencé ma première expérience entrepreneuriale, comme je disais, c'était juste en tant que premier salarié d'un ami qui a lancé la chose. Donc, j'ai vécu le 0 € à 2 millions d'euros. Après, j'avais envie de créer ma propre boîte et c'est là que j'ai cofondé Rue Tabago. C'était des box à cuisine et bio qui ont un beau succès pendant 6-7 ans. Mais après 2022, crise du bio. Donc, on était sur un tour de table, vu qu'on n'était pas encore rentable. On était bien parti avec quelques intentions d'investisseurs, mais c'était un peu le secteur dans lequel il fallait surtout pas investir en 2022 parce que il se cassait un peu la gueule avec la guerre en Ukraine, l'inflation. Et donc on a fini en redressement judiciaire. Et après, j'ai rejoint notre concurrent direct avec qui on avait normalement négocié un plan de fusion. Donc on se connaissait bien, on avait la même taille. Mais vu qu'on n'a pas pu faire la fusion, et finalement ça finit plutôt par se faire via une session en redressement judiciaire, je suis resté avec la nouvelle équipe et avec ma mission qui n'était pas opérationnelle, justement, c'est de faire en sorte à ce que l'ensemble devienne une seule boîte, de la restructurer, et qu'elle devienne une boîte rentable. Et je suis resté 1 an à temps plein, 6 mois à mi-temps, et à la fin, la boîte faisait 7 millions de chiffre d'affaires, rentable, un seul ADN, je l'ai fait certifié Bicorp. Elle commence c'est faire de 2 entités qui avaient la même taille, avec, une seule, et ça m'a bien plu. Donc, et du coup, j'avais surtout pas envie de refaire le 0. J'ai fait 0,2, 0,4. Surtout le 0 à 1 million, c'est vraiment la partie que je trouve la plus dure. Ouais. Et parce que tu n'es personne, et en fait, tu as beau avoir plein de belles choses, belles idées, en fait, tu n'as rien prouvé encore, en tout cas pour l'écosystème, pour les entreprises, les investisseurs, etc. Donc, c'est un peu dur et je n'avais pas envie de revivre le 0 à 1 million, quoi. Donc, je cherchais un projet qui a déjà une certaine taille. Et je suis tombé sur Bloodigo un peu par hasard, parce que Bloodigo il s'est développé sur la base d'un business model, peut-être que je reviendrai plus tard là-dessus, mais en tout cas, ils se sont retrouvés en difficulté. J'expliquerai peut-être plus tard s'il y a l'occasion, mais à ce moment-là, ils cherchaient un repreneur qui garderait un peu l'ADN de la boîte. Et c'est quelques investisseurs historiques de la boîte qui ont commencé à chercher autour d'eux. Ils sont tombés sur mon associé sur ce projet-là, Cédric Mestan, qui était cofondateur d'Apivor, qui est toujours cofondateur d'Apivor. Mais du coup, il s'intéressait beaucoup au projet de reprise. Mais il cherchait un binôme avec qui monter le dossier, et donc il a mis un WhatsApp. Il a prévenu un des entrepreneurs de son réseau qui a mis un WhatsApp dans le groupe Galion. Je ne sais pas si certains connaissent. Galion Project. Ouais. Galion Project. Et par réseau. Du coup, pardon. T'as trouvé par réseau. Ouais, et j'ai pas indirectement parce que du coup il y a Julien de l'ITA qui était sur le groupe. Il a vu, il a fait un screenshot du message, il l'a envoyé. J'ai envoyé rapidement tout ça à 22h du soir. Le lendemain à 10h, j'ai rencontré l'équipe et on a commencé à travailler sur le dossier. Après, je vous raconterai plus tard, mais en tout cas, c'était comme ça. C'est le réseau du réseau du réseau. C'est le réseau au niveau 3. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Mais effectivement, tu peux peut-être continuer sur justement, c'est quoi la particularité de reprendre dans le cadre d'un redressement judiciaire. Toi, je sais qu'il y a eu une concurrence aussi féroce en termes de dossiers, parce qu'il y a quand même des poids lourds du secteur qui sont positionnés, plutôt des industriels, pour reprendre Bloodigo. Et vraiment aussi, comment est-ce que tu as monté ce dossier-là? Voilà, Philippe, il nous disait, faut un peu... se montrer sous son meilleur jour. Et donc, toi, comment tu as fait pour remporter cette reprise? Et c'est vrai que c'est assez particulier. Surtout, on n'a pas, si on tape sur Internet, comment reprendre en redressement judiciaire, ça, on ne va pas trouver grand-chose. Moi, le fait d'avoir vécu déjà le redressement avec Rue Tabago, ma boîte d'avant, ça permet un peu d'être un peu moins impressionné par le côté tribunal. Parce que la première fois, quand on est allé au tribunal avec Rue Tabago déjà, on était un peu impressionné déjà du fait que déjà l'avocate et tout nous disait maintenant, c'est plutôt maître, on se tutoie depuis quelques semaines, maintenant devant le président, on change de discours, c'est une autre discipline, un autre protocole, il faut se mettre debout quand le juge vient, donc c'est des choses simples, mais en fait, ils impressionnent. Et une fois que tu l'as vécu une fois, déjà, c'est beaucoup mieux pour le refaire une seconde fois.
Et du coup, c'était plus un sujet qui me faisait peur. Donc, j'avais bien compris ce que c'était un redressement, etc. Mon associé sur l'opération, Cédric, il avait fait déjà 2 reprises réussies aussi en redressement. Donc, tous les deux, on savait ce que c'était un redressement au tribunal avec tout ce qui va avec. L'idée, c'est de trouver aussi un avocat bon, qui connaît très bien les procédures là-dessus. Donc, comment nous, on a étudié, c'est normalement, il y a une data room avec toutes les informations que l'entreprise met à disposition. Tu as le droit de demander des informations complémentaires. Donc, c'est là où ça dépend de la coopération de la boîte à reprendre, parce que ils sont obligés, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau détail, en tout cas, ils s'en foutent un petit peu de faciliter la chose s'ils n'ont pas envie, s'ils n'adhèrent pas à l'ADN. Et là, notre point, c'était vraiment le point stratégique principal, et c'était d'ailleurs le même cas, parce que même avec Rue Tabago, il y avait 2 candidats. Il y avait notre concurrent, il y avait un autre aussi, acteur. Et en fait, la clé, c'est de gagner l'adhésion de l'équipe, ancienne équipe. Et donc, c'est là où... si tu gagnes l'adhésion de l'équipe, bah déjà tu as fait la moitié du travail, quoi. L'équipe de management, l'ancien fondateur, etc. Et donc une fois qu'on a toutes les infos, etc., qu'on a compris le dossier, bah après il faut faire une offre. Et là pareil, le tribunal c'est assez basique. On a une première étape, on fait une offre volontairement basse, vide, pas intéressante, juste pour savoir qui va se positionner. Donc c'est là où on sait, comme tu dis, il y a combien de concurrents sur combien le de dossier, concurrents sur le dossier, exact, parce qu'au départ on ne sait pas. Donc en fait ce premier dépôt il est vraiment symbolique pour savoir, et aussi il définit le palier, parce que tu n'as pas le droit après de régresser par rapport à ce que tu as mis. Donc tu ne peux que améliorer ton offre. Donc il faut aussi la mettre au bon niveau. Parce que si stratégique. Tu découvres des mauvaises nouvelles, après tu peux te retirer complètement du deal, mais tu ne peux pas maintenir. Tu peux pas baisser. Et après, c'est à ce moment-là que du coup on a su que face à nous il y avait 2 grands acteurs, un acteur public, un grand acteur public et un grand acteur industriel dans le recyclage. Et du coup on se disait on a peu de chance, mais c'est vrai que c'était un peu dur cette phase-là, parce qu'il fallait fournir beaucoup de travail, on essaie de motiver, etc., tout en sachant qu'on a peu de chance, voire très peu de chance de convaincre. Et en même temps, vu qu'on n'avait pas de fonds pendant cette même période, il fallait qu'on lève des promesses de financement, parce qu'une fois qu'on a repris la boîte, il faut la relancer. Donc en même temps, on était en levée de fonds pendant tout ça durait 3 semaines. C'est pas très ça paraît comme si c'est 3 ans, mais c'était 3 semaines, il fallait faire tout ça pour après faire la vraie offre définitive. Et là, par contre, si tu mets l'offre définitive, si c'est toi, il faut le faire, quoi. Genre, en gros, là, tu mets vraiment ce que tu peux plus reculer. Tu peux plus reculer, quoi. Et du coup, là, tu mets l'offre définitive. Après, tu arrives à l'audience et là, tu défends ton offre. Et après, le juge décide sur la base de plusieurs éléments, le prix que tu mets, le plan social, combien tu gardes de salariés, etc. Le projet lui-même, le projet économique, parce qu'on n'est pas en liquidation, on est vraiment en redressement, ce qui est 2 choses différentes. C'est que le but, c'est de redresser une activité, donc il faut vraiment un projet de redressement d'activité. Et le 4e élément, c'est la solidité financière des repreneurs. Après, et je crois que l'avis des salariés, ils rentrent en compte, non, quand même. Oui, ils sont donc sollicités. il y a tout ça, en effet. Après, les salariés, il y a un représentant et du coup, ils votent. Normalement, c'est toujours... ils ont leur avis. L'ancien fondateur aussi, il vote. L'administrateur judiciaire, il vote. Le procureur, il vote. Donc chacun donne. Mais après, le juge n'est pas obligé de suivre. Oui, c'est un avis consultatif. C'est un avis consultatif, oui, en effet. Donc, sur la base de tout ça, l'avis de tout ce beau monde, plus ces éléments là-dessus, il peut décider tout de suite, le juge, s'il le souhaite. C'était le cas chez Rue Tabago, parce qu'on était sur une activité où on livrait toutes les semaines, c'était alimentaire, et on ne voulait vraiment pas que ça s'arrête. Et du coup, pour la viabilité économique du projet, il faut décider vite. Dans le Bleu du Goût, c'est de l'aménagement d'espace de travail avec du mobilier reconditionné. On est sur des délais qui peuvent attendre 2 semaines. Donc on a attendu une semaine qui était très longue. Et surtout qu'à la fin de la semaine, c'était vendredi où il devait répondre. Et en fait, il n'a pas répondu parce que vu que lundi, c'était férié, ils sont partis en week-end. Et du coup, on était juste... Mais comment on va faire pendant 3 jours? Les salariés étaient bloqués parce qu'en plus, il faut ajouter le lundi férié. Donc on a eu la réponse le mardi 1er novembre. Félicitations.
Et donc là, on était un peu surpris, mais content, mais on y croyait, mais c'était plutôt les concurrents en face qui étaient encore plus surpris que nous. Oui, je crois. Il y a pas mal de concurrents qui ont un peu annoncé, Philippe disait qu'il y avait un concurrent qui lui avait parlé comme si ça y est, c'était fait, il avait repris Bloodigo, donc, pour la petite blague. Et même moi, quand j'ai cherché des infos sur Internet, il y a vraiment des articles en mode « Machin et bidule, vous reprendre Bloodigo », alors que... Ils avaient tellement confiance qu'ils ont fait un communiqué de presse pour annoncer qu'ils ont repris Bloodigo, et ça a été repris dans la presse qu'ils sont en train de reprendre Bloodigo, donc c'est pour dire le niveau de confiance dans... Ou alors le niveau de poker coup de pression, de tentative de profession autoréalisatrice. Ah peut-être, ouais, c'est vrai. Que en tout cas, on était content de l'avoir fait. Voilà. Pas de regret. Toi, du coup, Philippe, ça a pris combien de temps le process en tout? Pas 3 semaines. Toi, je suppose que le cédant, il reste aussi, parce qu'il est dans cette démarche de passation. Il ouvre aussi la boîte de son entreprise. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez vite la cible. Oui, ce que tu disais. Donc, j'ai dû commencer à chercher en janvier. J'avais signé une LOI en mai, un truc comme ça. Ou trouver la cible en mai, signé en juillet, peut-être comme ça. Mais après, j'ai signé l'acquisition qu'en février. Donc, ça, c'est long. Wow. Et par contre, le 10 février, le cédant est parti. Vraiment, ciao, je reviens plus, je t'ai donné toutes les infos. Non, pas tout à fait, mais finalement c'était mieux. Enfin, je pense que c'était très bien parce que du jour au lendemain, il y avait un nouveau patron. C'est très difficile le côté bureau du fond, même si le repreneur laisse son bureau. En fait, les gens ils passent devant votre bureau puis ils vont dans le bureau. Donc vous avez un peu du mal à prendre la main. Et donc on s'était un peu mis d'accord sur j'irai te voir chez toi, tu m'appelles, tu me passes toutes les infos. À chaque fois qu'ils vont dans le bureau du fond, mais de manière virtuelle, et bien tu m'appelles. Et en fait, il a très bien joué ce rôle-là. Et donc la reprise s'est bien passée, alors même qu'il n'était pas dans la boîte dès le 2e jour, quoi. Donc la reprise, elle est longue pour 2 raisons, parce que les audits, surtout quand on est individuel, c'est long. On n'a pas des gros moyens pour bouger beaucoup de monde. Les créations de holding, la recherche des financements, tout ça est très long. Donc 3 semaines, c'est impossible. Et c'est vrai que le temps paraît incroyabablement long pendant cette phase-là. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette phase ? On a forcément plusieurs projets en même temps, parce qu'il faut absolument se dire qu'il peut ne pas marcher, ou on peut découvrir quelque chose, il faut avoir le moyen de garder la tête froide le plus longtemps possible, même si à un moment donné, on a l'impression d'être tellement dans la boîte qu'on a l'impression de la comprendre mieux que le vendeur, quoi. C'est marrant. Parce que physiquement, tu es dedans très régulièrement ou t'as pas vraiment le droit tu fais ton étude de marché alors que lui, il n'a pas fait d'études de marché, par exemple. Depuis 20 ans, peut-être. Au bout d'un moment, tu as l'impression de connaître ses problématiques. Tu t'es fait un modèle de BP et tu joues avec tout le temps. Tu connais presque mieux que lui l'impact des coûts variables ou autre. C'est assez marrant. Et du coup, c'est un peu ce que j'allais vous poser comme question maintenant qu'on a fait le avant. Alors, toi, Philippe, ça rentre un peu plus, mais ta première semaine, tu fais quoi? Tes premiers mois, qu'est-ce que tu fais quand tu reprends cette boîte-là? Les premières semaines, c'est un peu comme n'importe quel changement de poste, en tout cas, me semble-t-il. Enfin, moi, ce que j'ai toujours recommandé ou fait moi-même, c'est d'être à l'écoute, et quasiment que à l'écoute, en essayant de ne pas faire celui qui va décider de tout en arrivant. Alors surtout quand on ne connaît pas le secteur dans lequel on arrive, c'est pas recommandé. Donc énormément d'écoute et de rencontre des gens, et c'est pas une semaine, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois où on est juste en train d'écouter, sachant que la boîte était significative, donc elle ne s'arrête pas de fonctionner du jour au lendemain. Il y a des gens pour continuer de répondre aux appels d'offres, il y a des gens pour continuer de faire le boulot. Donc on peut prendre le temps, et je pense que c'est très important de prendre le temps. Et à l'inverse, je pense qu'assez vite, il faut identifier les éléments qu'on peut apporter et qui vont donner cette légitimité de repreneur. Donc moi, par exemple, ça avait été de réécrire les dossiers d'appel d'offres qui étaient écrits plus en un mélange de portugais et de français qu'en vrai français. Et ça n'empêchait pas de gagner des appels d'offres, mais pour en gagner plus, pour élargir le panel de clients. C'était une boîte qui avait plutôt l'habitude de répondre à quelques clients, sur le doigt d'une main peut-être. Et si on ne voulait pas prendre de risques, il fallait pouvoir en répondre à plus. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est recommandé d'avoir
un mémoire d'appel d'offres qui ressemble à quelque chose, surtout qu'on parlait de clients publics. Ouais. Donc voilà, ça c'était un des axes. Puis assez vite, c'est aussi les valeurs. C'est de montrer qu'est-ce qui va être un peu différent. Je crois que c'est une très grande différence que j'ai repérée depuis, qui m'avait frappé à l'époque parce que j'avais fait des reprises par Hélice, par exemple, mais que j'ai vraiment retrouvé depuis. L'avantage de la reprise individuelle, c'est qu'on n'a pas à faire se confronter deux cultures d'entreprise. Oui. Donc ça, c'est une chance. Mais on est sa propre culture d'entreprise, on va dire, on a ses valeurs, et l'idée c'est de commencer assez vite, à mon sens, à montrer aux gens qu'il y a des choses qui seront peut-être différentes, parce qu'on a des valeurs forcément différentes de celles du cédant, et que de toute façon on va vivre avec, quoi. C'est pas, à mon sens, c'est pas négociable. Donc oui. Il faut trouver ce juste milieu entre je suis dans l'écoute et je vais pas tout casser, et puis j'ai des valeurs et elles seront pas négociables. Ouais. Et je fais des choses concrètes pour montrer des premiers apports. Je fais des choses concrètes, aussi, exactement. Je fais des choses concrètes et avec un peu de chance, quelques réussites court terme qui aident à dire bon, ça peut peut-être marcher quand même. Ouais. Et toi, Younes, c'est tout frais. Donc, ta première semaine, premier mois, tu fais quoi? Parce que du coup, tu es aussi sur relancer une activité. Donc, on est aussi dans un cas, toi, où ça tourne, il y a du CA qui rentre régulier. Parce que je suppose que c'était peut-être aussi un peu différent. Ouais, déjà, parce que le sens est inversé, parce que tu parlais de 3 semaines, mais une fois que tu as la décision du tribunal, en fait, la société n'est même pas créée. En fait, la décision est nominative. C'est juste, OK, Younes, maintenant, c'est toi. C'est à partir de minuit, c'est toi le dirigeant, mais il n'y a même pas d'entreprise, il n'y a rien. Ouais. Et même, ce que je n'ai pas précisé un peu dans l'audience, c'est que les fonds sur lesquels on avait des engagements, ils ne sont pas là, ils ne sont pas débloqués. Il faut les valider, quoi. Il faut les valider, et sauf qu'au tribunal, on te force un petit peu à prendre, mais ça, tu le découvres en audience. On te dit, est-ce que si ça ne se débloque pas, est-ce que tu le garantis avec tes fonds propres? Moi, je n'avais même pas cet argent-là, mais c'est obligé de dire oui. Oui, pas de souci. Pas de souci. 4 millions d'euros sur les fonds propres, c'est... C'était pas 4 millions d'euros, c'était 300 000, mais quand même, c'est 300 000. Mais ça fait partie des choses, quand on dit comment on peut gagner face à un grand industriel, etc., c'est que... Ouais, il a un peu menti, ouais. il faut il y a son papa et sa maman qui ont dit moi, il faut que je l'aide pour son appart, je l'ai déjà fait. Tu as le droit de mentir pendant les... Non, il ne faut pas enregistrer ça. Il faut pas... non, en gros, il faut juste... Est-ce que tu le garantis? Tu dis juste oui. De toute façon, le tribunal ne te demande même pas de présenter comment tu vas le garantir. C'est juste, tu garantis à titre personnel, tu dis oui, il demande à la personne, notez-le. En fait, donc tu sais que c'est du sérieux, et du coup, c'est noté. Et donc, en fait, à la suite de la session ne se termine pas la session ne se termine pas à la décision du tribunal. C'est qu'à partir de ce moment-là, il faut créer une entreprise qui va reprendre. Il y aura une substitution de ce que tu as racheté comme actif de personnes physiques à la nouvelle entreprise. L'acte de cession enregistré par le tribunal, je l'ai eu la semaine dernière. Donc, l'acte de cession signé, on l'a eu en décembre. Donc, tu as quand même 3 mois pour finaliser toutes les démarches et finaliser toute la session, parce que pareil, il y a plein de commandes qui ont commencé avant et maintenant il y a un changement de structure. Il y a plein de choses que tu es en train de finaliser. Débloquer les fonds, les 300 000, du coup, on les a débloqués que fin décembre. Donc, il y a à peu près 2 mois où tu es en train de finaliser la partie purement administrative pour acter officiellement la vraie cession, parce que même au départ, quand tu crées la société, on avait des marchés publics, la société créée, mais quand ils tapent la vérification de TVA, on sort invalide. Donc en gros, on avait des commandes qu'on ne pouvait même pas honorer, parce que pour eux, même si on a créé la société, elle n'existe pas dans les nuages d'Internet, quoi. Et donc il y a vraiment toute cette partie administrative qui est un peu stressante et pas très agréable, mais qu'il faut le faire. Et après, vu qu'on sort d'un contexte de redressement, il y a vraiment comment rassurer l'équipe, parce que l'équipe, elle sort, tu arrives, et qu'ils ont vécu une période compliquée, et ils ont besoin un peu de preuves comme quoi la suite va être meilleure, même si c'est eux qui ont voté pour ton projet, mais ça c'était un choix à un moment donné, mais maintenant on est dans... ça devient concret, quoi. C'est du concret. Donc on se sent un peu jugé, observé, et qu'il faut montrer ses preuves en tant que nouveau dirigeant fiable, etc. Et
après, c'est très bien passé. Moi, j'avais la chance que l'équipe Lodigo, ils étaient très bienveillants, cool et tout ça. Donc, ça s'est très bien passé, mais il y a quand même du travail à faire là-dessus. Et après, il y a les fournisseurs. Quand on fait un projet de reprise comme celui-là, bah, il y a des dettes qu'on ne reprend pas. Donc, il y a des dettes de certains fournisseurs qu'on ne reprend pas. Et que du coup, il faut aller voir ces gens-là et leur dire bah, vos dettes, on ne les a pas reprises, mais en même temps, on a envie de continuer à travailler ensemble. Et du coup, bah, c'est là où c'était très compliqué. C'était très compliqué pour mon équipe qui les connaissait, les commerciaux, mais je leur dis, bah, vu que j'ai connu ça, c'est là où il y a l'expérience d'avoir vécu une reprise avec Rue Tabago, où j'ai vu que les fournisseurs, même quand ils ont perdu de l'argent, mais qu'ils savent que ce canal de distribution, il a survécu, en fait, ils sont plutôt contents parce qu'en fait, le scénario qu'ils ont en tête, c'est que ça allait s'arrêter tout simplement. Oui. Donc en fait, ils sont aussi contents que les salariés de toi. Donc en fait, sauf que toi, de l'interne, tu le sais pas vraiment. Tu te sens mal. Oui. Et vu que je le savais avec Rue Tabago, donc j'étais un peu en confiance. Donc j'amenais avec moi à chaque fois en binôme un des commerciaux en fonction du fournisseur en question, parce qu'on est une sorte de marketplace. Donc notre business se base sur les fournisseurs. Si on travaille pas avec les fournisseurs, on fait pas de flux. Pas de flux avec l'activité. Mais je savais que chacun, il était plus content qu'autre chose de savoir que l'activité se poursuit. Mais il faut quand même le rassurer, lui présenter un nouveau projet, le rassurer comme un salarié que là, le nouveau Lodigo, c'est pour la durée, que ça se passe bien, qu'on a réussi à faire des choses. Il y a pas mal, il faut faire aussi travailler un peu de data, sortir un peu. En fait, il faut mettre toute la partie émotionnelle un peu de côté parce que c'est un moment dur pour tout le monde émotionnellement. Mais par exemple, si je parle du cas du fournisseur, quand on pose un peu les chiffres, on voit en effet, c'est la perte, elle est en moyenne à peu près de 7% de ce qu'ils ont réalisé comme achat. Donc oui, ils ont perdu, mais en même temps, ils peuvent le rattraper sur une année. Je parlais juste des 12 derniers mois. Donc en gros, en une année, l'activité qui reprend, c'est une bonne chose et qu'on va réussir à reprendre, à rattraper la perte qu'il y a eu. Donc il y a ce travail un peu de faire comprendre ça, d'écouter. Tous les fournisseurs, ils sont du coup très différents. Il y en a certains qui comprennent ça très très bien, qui sont très partants, d'autres qui ont besoin d'un geste presque juste humain, etc. Mais en tout cas, il y a un jeu de remettre tout le monde à bord et avec les clients aussi, certains clients qui s'inquiétaient, est-ce que vous allez continuer? Donc il faut les rencontrer. En fait, on rencontre beaucoup de gens. J'ai fait à peu près je sais pas, 70 rendez-vous en 2 mois et à la fin d'année, l'idée, mon objectif, c'était à Noël, il fallait que tout le monde soit rassuré sur le truc. Donc, vraiment, le projet, pour moi, pour le début, c'est rassurer. Sur novembre, tu as fait tout ça? Pardon? Juste sur le mois de novembre? Novembre, décembre. Oui. Mais c'était 2 mois, sur 2 mois. mais tout en continuant l'activité, parce qu'on a vraiment bien repris. Là, ça fait 4 mois, on a déjà dépassé le 1 million d'euros de ventes. C'est très très bien parti en termes commerciaux sur les opérations, etc. Mais il faut faire tout ça tout en gérant cette transition. Et après, le cas, effectivement, quand tu parlais de 2 équipes, parce qu'il y a aussi ces reprises où il y a 2 structures. Là, ce que j'ai connu avec Rue Tabago, c'était l'enjeu, parce que l'activité ne s'arrêtait pas, mais comment faire que 2 équipes à qui on a dit chacun, l'autre, il fait moins bien, parce que c'est le concurrent direct, que finalement, il est plutôt bien. Et qu'on va travailler ensemble, et qu'ensemble, on est plutôt des gens qui peuvent faire des belles choses, des beaux produits. Et là, je n'avais pas cet enjeu-là, parce que comme tu dis, j'étais juste tout seul. Il fallait juste que je me fasse accepter moi tout seul, mais il n'y avait pas à devoir faire fusionner deux marques de culture. Et donc ça, c'était un peu plus facile déjà, par rapport à ce que j'avais avec Rue Tabago et les commis. Merci. Et pour revenir aussi au sujet qui est côté Make Sense Data nous tient particulièrement à cœur, qui est le sujet d'entreprise à impact social ou environnemental. Toi, Philippe, quand tu as repris Accurus, on ne peut pas dire que c'était une entreprise particulièrement engagée, je ne sais pas, en tout cas, tu me diras, sur les sujets sociaux environnementaux. Tu as quand même fait une transformation assez impressionnante, que ce soit sur le mode de gestion avec de la décentralisation, que ce soit sur des suppressions de niveau de contrôle, mais que ce soit aussi sur les dividendes climat, des semaines de 4 jours et tout. Déjà, est-ce que tu peux est-ce que c'était une vision que tu avais dès le début, vraiment très claire, justement, quand tu parlais de tes valeurs, où tu voulais aller vers là, et en fait, ça t'a pris 14 ans, mais tu l'as fait au fur et à mesure? Est-ce que ça a été en avançant? Comment tu l'as fait? Est-ce que tu as aussi senti ça dans les équipes? Et que du coup, tu t'es dit, je sens que c'est une boîte qui va réagir et que je vais pouvoir amener aussi loin. Donc voilà.
Alors, il y a une partie organisation, donc sociale, on va dire, hein, managériale, sociale, innovation managériale, qui était vraiment une des raisons principales de mon envie de reprendre, en disant j'ai envie de tester d'autres façons d'organiser, de manager, d'emmener des équipes, de générer de l'engagement. Donc ça, c'était, oui, fort, assez fort. La partie environnementale, elle est venue plus tard. Le tout début, c'est plutôt quelques partis pris, l'idée que je déployais inlassablement, qu'on va rester dans le service, donc on ne fera que de la rénovation, mais en découlait le fait que, comme on va faire du service, le service ne peut fonctionner que si on adopte un management très décentralisé. La raison, c'est que le service, il se fait à l'interface entre la personne qui le rend et le client. Et si cette personne qui rend le service, elle n'a pas le pouvoir, et en général, elle est assez loin de ce qu'on pourrait appeler le centre de l'entreprise, c'est anormal, mais le service est mauvais, quoi. Voilà. Donc, il faut un management décentralisé qui donne les moyens, etc. Et puis, le deuxième parti pris, c'était ce monde du bâtiment est fait avec beaucoup de sous-traitance, et je ne vois pas comment, en tout cas je ne ressens pas, je ne sais pas faire, développer une culture et de l'engagement dans la durée en reposant exclusivement ou quasi exclusivement sur des sous-traitants. Donc c'était le deuxième grand parti pris. Et ces deux partis pris, cette transformation, c'est un peu la première transformation, quoi. Transformer une boîte de bâtiment en une boîte de service, une boîte qui utilise beaucoup de sous-traitance en une boîte qu'on n'utilise presque pas. Et c'est les 3 premières années, on est quasiment que là-dessus, ce qui entraîne déjà une profonde transformation de la physionomie de l'entreprise, puisque son chiffre d'affaires se multiplie par 2 en 3 ans et son effectif par 3 en 3 ans. Donc c'est déjà plus la même boîte. Comme c'est plus la même boîte, peut-être naturellement, je me suis dit là, je peux aller encore un peu plus loin. Maintenant, c'est vraiment la mienne, puisque 3 fois l'effectif, c'est au moins à 2 tiers la mienne, ouais. Complètement, puisque c'est 2 tiers des gens qui ont été recrutés depuis. Et là, la deuxième phase, c'était vraiment allons plus loin dans la libération de l'organisation, du management, de l'autonomie. Voilà, en s'inspirant, en partant du lean, parce que c'est des métiers, le bâtiment, avec finalement assez peu de performance et beaucoup de gaspillage. Enfin, si vous avez fait des travaux chez vous, vous voyez de quoi je parle. C'est assez souvent en retard, il y a beaucoup de réserves. D'ailleurs, c'est le dernier secteur industriel ou de service dans lequel il y a une fonction de levée des défauts à la fin et qui est institutionnalisée, qui s'appelle la levée de réserve. C'est complètement bizarre, mais c'est normal dans ce monde-là. Donc en repartant du lean, en découvrant qu'il y avait beaucoup de gaspillage, que si on supprimait les gaspillages, on pouvait faire beaucoup mieux. Finalement, on supprimait les gaspillages, on s'est rendu compte que c'était arrêter de cultiver cette posture managériale de commande-contrôle, parce que c'est là que sont les principaux gaspillages, en tout cas dans le monde du bâtiment, dans d'autres boîtes aussi, mais dans le bâtiment c'est particulièrement fort. Le conducteur de travaux, c'est quelqu'un de débordé, celui qui passe chez vous pour faire les travaux, il a 12 chantiers, mais il passe quand même à un moment le matin quand il a le temps, et c'est lui qui dit à ses équipes ce qu'elles doivent commencer à faire, alors qu'elles savaient le faire, hein. Elles n'avaient pas besoin de l'attendre, mais elles l'ont attendu bizarrement. Et donc tout ça, c'est des gaspillages. Elles l'attendaient, elles écoutent ce qu'il leur demande, elles font ce qu'ils lui disent, même si elles auraient eu envie de le faire différemment. Et comme ils sont peintres et plombiers, ils savent très bien faire de la peinture et de la plomberie, mais non, ils attendent un chef qui n'est peut-être ni peintre ni plombier, et qui en plus n'a pas beaucoup de temps. Donc en fait, tout ça, c'est des gaspillages. Donc on a commencé par ça en disant, et si on changeait ça? Et c'est quoi l'autre façon? Plutôt que commande-contrôle, on pourrait faire autonomie, accompagnement. Donc on va partir du principe qu'on va laisser plus d'autonomie, ce qui ne veut pas dire qu'on les lâche dans la nature, mais ça veut dire quoi? Parce que moi, je laisse de l'autonomie à mon plombier, mon peintre ou mon menuisier. Et ça veut dire quoi? L'accompagner dans cette autonomie, c'est se demander ce qu'il ne sait pas encore faire et aller principalement travailler là-dessus. Et c'est complètement différent du commande-contrôle. Donc ça, c'était vraiment cette deuxième phase, les 3 ans d'après. C'est vraiment de libérer les énergies, donner les moyens et essayer de montrer à tout le monde que finalement, on ne prend pas tant de risques que ça à laisser un petit peu plus d'autonomie, laisser un petit peu plus de liberté, laisser un petit peu plus de moyens aux gens, à condition de rester présent pour les accompagner. Et ces deuxièmes 3 ans, c'est à nouveau 3 fois le chiffre d'affaires, une multiplication par 3 du chiffre d'affaires et une multiplication par 3 de l'effectif. Donc d'une boîte de 80, on a fait 80 x 3 x 3 en 6 ans, quoi. Et du coup, il y a des anciens managers il y en a qui n'ont pas adhéré à ce type de démarche.
assez peu. Ouais. Assez peu parmi les managers du début, c'est quasiment le comité de direction pour la plupart. Mais oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Pas forcément qui n'ont pas adhéré. Certains qui ont eu envie d'aller faire d'autres choses, ça arrive. Mais non, finalement, il n'y a pas eu tant de non-adhésion que ça. Et il n'y en a toujours pas maintenant. Par contre, maintenant, il y a plus de... Les gens, soit... Parce que c'est plus marqué, la façon dont on décrit l'entreprise est plus fort. Et soit ça plaît, soit ça plaît pas. Voilà. Donc, tu viens pas bosser là. donc c'est plutôt dans les entretiens ou dans les périodes d'essai ou dans la première année que les gens disent bah non, en fait, j'y comprends rien, personne n'est là pour me dire ce que je dois faire, donc je sais pas quoi faire. Ouais. Donc ça peut perturber. Ça fonctionne comme ça aussi, voilà. on voit bien le recrutement est un gros sujet. Ouais. Donc ça, c'est après la phase vraiment où du coup, tu as fait 100 mini-équipes autonomes. Voilà, donc à partir de là, on est devenu très gros, et là, on pose un peu plus de structure, enfin très gros, toute proportion gardée, mais par rapport aux 80 du départ, bah, évidemment, on est beaucoup plus. On doit être 700 à ce moment-là, ou 600. Ouais, 700. Et là, on se dit, on est gros, il faudrait peut-être qu'on structure un peu, sauf que structurer... un peu naturellement, on se dit c'est un peu renier tout ce qu'on vient de faire, comment on peut trouver une solution. Et là, en s'inspirant à la fois des entreprises libérées, enfin, prenant plein de mélanges dans ma petite tête et avec les équipes, on a organisé ça en petites unités qu'on a appelées des mini-entreprises. On n'a pas du tout supprimé les chefs parce que c'était pas l'idée. Hein, c'est pas comme une partie de l'entreprise libérée, on dit il n'y a pas besoin de chef ou pas besoin de... Puisque nous, le chef, il est là pour accompagner, donc il faut qu'il reste, sinon il n'y a personne pour accompagner. Mais plutôt des petites entreprises avec un patron que depuis on a appelé chef d'entreprise, à l'époque pas tout à fait, et énormément d'autonomie à l'échelle de cette mini-entreprise et dans la mini-entreprise pour les techniciens qui bossent avec le chef, et une capacité à les aider, à collaborer, à travailler ensemble. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau des services support, on va dire. Ouais. Aider les mini-entreprises à collaborer, mais toujours quand on doit trancher entre... renforcer l'autonomie et la puissance et la capacité à raisonner comme un chef d'entreprise de nos équipes, ou, je ne sais pas moi, partager du collectif, faire plus de partage de bonnes pratiques, on va plus systématiquement trancher vers ouais, bien sûr qu'on aimerait qu'ils partagent des bonnes pratiques, mais si on leur impose de partager des bonnes pratiques, ben, on casse un truc. C'est qu'un chef d'entreprise, il n'y a personne qui lui impose de partager des bonnes pratiques. S'il est bien câblé et qu'il tombe sur des... je sais pas, des clubs, des groupes où ces partages sont intéressants, il va y aller de lui-même. Donc c'est plutôt ça qu'on cherche à faire. Ça, c'est l'organisation d'aujourd'hui. Tout ça, ça a l'air très beau, mais le 2018, c'est donc au milieu de la troisième partie, donc, puisque 2010, 2013, 2016, voilà, un peu après, on est en 2018. Et 2018, c'est une très mauvaise année. On perd de l'argent après 6 mois et on se dit, mince, en fait, ça ne marche plus, notre système. Ouais. Est-ce qu'il est bien, finalement? Donc tout ne marche pas. Enfin, on n'était pas du tout à se dire, faut tout arrêter ou on va se planter. Mais il y a une très forte croissance. Donc ce qu'on a compris, c'est que ces modèles un peu plus lâches, dans la très forte croissance, c'est difficile de les faire durer. Et c'est là qu'on a posé un petit peu plus de règles, qu'on a appelées des règles du jeu, et qu'on a renforcé la façon d'organiser les mini-entreprises, renforcé le deal sur les services support, le siège est là pour aider. En fait, on a cru tellement vite qu'on avait quasi plus de services support. Oui. Donc, alors là, ils étaient très autonomes, mais ils trouvaient que c'était un peu pénible de devoir tout faire, gérer toutes les bagnoles, etc. Donc on a un petit peu renforcé ça, et puis c'est reparti. Voilà, et ça, c'est après cette phase-là. On en a encore une où on se dit maintenant on a un modèle génial. Au passage, pendant tout ce temps-là, on a fait plein de développements informatiques qui sont un peu finalement une des façons de permettre cette liberté d'organisation. C'est que le modèle informatique, les outils informatiques, eux, sont imposés et ils structurent beaucoup de choses finalement. En termes de transparence. Ils cadrent la liberté, quoi. Enfin, vous êtes libre, mais vous achetez ce que vous voulez, mais dans l'outil. On voit ce que vous faites. Dans faites. l'outil, on peut acheter vraiment ce qu'on veut, c'est pas faux. Il n'y a pas de contrôle, mais c'est visible. Donc vous ne pouvez pas aller acheter avec la carte bleue de la boîte. Vous avez l'équivalent, parce que personne ne peut demander pourquoi vous achetez. De validation. Voilà, mais c'est visible, donc quand même. Et donc on se dit, on a un super modèle, c'est le moment peut-être de commencer à faire aussi de la croissance externe. Et c'est là qu'on commence à faire des acquisitions et qu'on découvre que c'est pas simple, qu'on ne les réussit pas toutes,
que finalement, la croissance organique, c'est assez génial, surtout quand on a ce modèle et cette culture, parce que les gens, ils nous rejoignent en disant c'est ça que je voulais, c'est ça que je cherchais, c'est un modèle qui me plaît. Bon, bah, donc les ratés sont rares. La croissance externe, donc, là, pour revenir un petit peu sur la reprise, bah, c'est une autre culture. On a beau faire de la due deal, en fait, on la connaît jamais vraiment. On passe finalement très très peu de temps avec les gens. Finalement, j'avais passé beaucoup plus de temps en tant que repreneur individuel que je ne passe de gens avec les cibles en tant que repreneur entreprise. Donc on ne connaît jamais très très bien la façon dont les équipes fonctionnent et les ressorts culturels au fond. Et donc c'est plus compliqué au fond de faire de la croissance, pour moi en tout cas, de faire de la croissance par acquisition que organique une fois qu'elle est créée. La croissance, la première que j'ai fait, j'avais pas de doute parce que je savais que c'est moi perso, j'allais m'y mettre et si ils n'ont pas la même culture, s'il y en a un, on va changer. Mais là c'est d'un coup une espèce de confrontation et il faut la gérer. Et il n'y a pas encore de règles, enfin je n'ai pas trouvé de règles absolues. C'est pour ça qu'on dit on s'adapte à chaque nouvelle acquisition et on le fait différemment à chaque fois quasiment. Voilà. Et en même temps qu'on faisait ça, 2021, c'est un peu le déclic pour le coup environnemental, le déclic perso, en disant aujourd'hui on a une très grosse entreprise de rénovation de bâtiments. Il y a un problème d'émissions de carbone. Si on relie tout ça, on dit bah tiens, le bâtiment, c'est le deuxième ou le troisième, selon comment on compte, secteur d'émissions de carbone. Pour résoudre les problèmes d'émissions de carbone dans le bâtiment, il faut faire de la rénovation globale, il faut faire de la rénovation performante. Nous, on fait que de la rénovation. On a tous les corps de métier, donc elle peut être globale. On a cette logique lean, donc elle est plutôt performante en termes de gaspillage. Bah tiens, on a peut-être, sans vraiment le vouloir, construit l'outil qui peut être... qui peut contribuer en tout cas à résoudre une partie de ce problème des émissions de carbone dans le bâtiment. Donc pourquoi pas accélérer là-dedans. Ça redonne aussi un nouveau souffle, ça permet de se projeter dans, plutôt que de est-ce qu'on continue d'acheter mais comme ça parce que les gens nous reviennent bien, ils sont sympas, ou est-ce qu'on se dit on va aller acheter pour donner plus d'impact à nos clients, pour augmenter l'impact, mais en termes, par exemple, émissions évitées. Voilà, réemploi aussi. Réemploi, exactement. Donc voilà, on a beaucoup poussé et quasiment toutes nos acquisitions ont été autour du thème dans un monde décarboné, ce sera quoi notre métier de rénovation, donc vers quoi on va, quoi. Et comment on aide nos clients à décarboner leur activité, d'où les dividendes climat qui sont une mesure des émissions évitées que nous, on permet à nos clients. En parallèle, on a continué, parce que ça, j'ai pas tout d'un coup perdu cette envie, l'idée on continue d'innover socialement dans la façon dont on fait, d'où le test, c'était encore à ce stade un test dans l'esprit de tout le monde dans la boîte, mais c'est un test qui a déjà 1 an et qui dure jusqu'à fin août. Donc on a dit qu'on testerait pendant 18 mois le test des 4 jours, de la semaine de 4 jours. Donc on a plus de 1000 personnes qui sont à 4 jours. On l'a pas passé dans les filiales acquises, justement. Et tu as mis en place l'actionnariat salarial aussi. Il y a de l'actionnariat salarié assez poussé, assez développé. Il y a un fonds commun de placement d'entreprise pour permettre même à des techniciens de mettre 10 balles s'ils veulent. Il y a d'autres choses, mais c'est ça l'esprit. Ouais, bravo. Hein. Est-ce qu'on fait applaudir? Je trouve que c'est hyper impressionnant sur des boîtes qui maintenant font 1800 personnes. Il n'y a pas énormément de cas comme ça. Younes, toi, tu as repris une boîte qui était déjà nativement à impact. Tu disais justement que toi, tu avais quand même, c'est en cours, souhaité faire évoluer un peu le modèle économique. Justement, toi, comment tu te projettes demain, tu veux faire... t'as envie que, dans tes rêves les plus fous, cette boîte, elle devienne quoi pour justement démultiplier encore son impact? Nous, il y a vraiment déjà le premier aspect, effectivement, la boîte Bleu du Go, elle avait son business model est basé sur l'impact parce qu'on est un acteur de l'économie circulaire. Et l'idée, c'est un peu une vision perso que l'impact a du sens du moment ça aura du sens et aura un vrai impact quand il sera davantage facilement adoptable ou adopté. Et donc, le côté service, le côté très client, très orienté client, pour moi, il est clé.
Et d'ailleurs, c'est le positionnement un peu de Bloody Goo maintenant, c'est ça, c'est qu'avant Bloody Goo, ils avaient un entrepôt, des stocks, ils faisaient leur reconditionnement eux-mêmes. Et donc pour ça, normalement, le pivot a été opéré pour aller moins sur ça. Il y a des très bons acteurs qui savent faire ça très bien. Et nous, c'est plutôt les valoriser, les mettre en avant et coordonner toute cette offre-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt aller voir le client comment faire pour introduire du mobilier recyclé, plutôt reconditionné de seconde main dans les espaces de travail. Et pour ça, il faut écouter les clients et surtout s'adapter. En fait, souvent, on a tendance à vouloir faire adapter le client aux besoins, aux produits à impact. Et pour moi, c'est plutôt l'inverse si on veut vraiment y aller. Et c'est pour ça que, par exemple, chez Bloody Goo, mais ça, c'est pas moi qui l'ai amené, c'était bien avant, c'est d'introduire quelques références neuves, mais quand c'est éco-conçu, made in France, ou upcyclé, etc. Parce que ça permet d'élargir. Par exemple, là, je vois les cabines acoustiques ici qui sont chez Make Sense, on distribue les mêmes, parce que c'est une marque française, fabriquée en France, Orchidalian, alors que c'est neuf. Donc l'idée, il faut qu'on arrive à répondre à l'ensemble du besoin d'un client. Et l'idée, c'est là, on va lancer aussi d'autres offres qui vont dans ce sens-là. Et c'est ce que je faisais aussi avec Rue Tabago, où le but c'était de simplifier l'accès à une alimentation saine, bio, etc., en simplifiant la cuisine, en allant sur la livraison, alors que les gens peuvent être critiques à la livraison, etc. Il y a plein d'aspects un peu où dans les acteurs de l'impact, où on veut être parfait, et du coup ce côté très Qualité parfait de service, va à l'encontre du coup de la qualité du service et des habitudes tout simplement des consommateurs, soit particuliers, soit pros. Et moi, mon objectif, j'essaie de rencontrer le plus les clients possible pour aller vraiment sur le service, sur l'offre, et de rendre désirable, sexy, un produit qui était il y a quelques années, ou en général pas suffisamment attractif, et parce qu'on se dit le simple fait qu'il soit écologique, etc., devrait suffire pour l'adopter. Bah non, en fait, les gens, ils font pas ça. On a appris, ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire ça et ça marche pas. Donc, pour moi, l'idée avec Bloody Goo, et c'est dans tout ce que j'essaie de faire en pro, en perso, en associatif aussi, etc., c'est plutôt être un peu plus humble et plus serviciel, et essayer plutôt de s'adapter. La culture, nos sociétés sont des sociétés de consommation, qui aiment la facilité. Il y a plein de choses. Faisons avec ça, et on peut faire avec ça et proposer une offre qui est intéressante. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect serviciel et produit. C'est comme ça qu'on pourra pérenniser et faire vraiment en sorte que ça soit adoptable facilement. Et après, il y a des aspects pour moi qui sont toujours importants. Sur Rue Tabago, c'était une Bicorp, ESUS. Là, dès qu'on a créé la nouvelle structure qui a repris les actifs de Bloody Goo, on l'a créé tout de suite en tant qu'entreprise de l'ESS. Et parce que et tout de suite, j'ai rajouté un peu le temps. On est passé de 5 à 7 semaines de congé pour les équipes, avec une organisation beaucoup plus une gouvernance beaucoup plus partagée, etc. Parce que pour moi, ça fait partie, ça me parle beaucoup ce que tu disais depuis tout à l'heure. En fait, il est même dans une recherche d'efficacité, etc., le bien-être, la responsabilisation des équipes, etc., apporte plus que coûte à n'importe quelle entreprise ou à n'importe quel projet. Et l'idée, pour moi, c'est toujours aussi l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est pour ça ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat en général, que ce soit en tant que pour entreprendre ou reprendre, c'est aussi faire de ce que l'on prend ou entreprend un espace où les gens se sentent bien, ou un laboratoire RH où on peut expérimenter d'autres façons de travailler ensemble, de produire, de réfléchir, d'innover, etc. Et pas juste une société qui produit un service ou un produit commercial. C'est pas que ça, c'est aussi un espace de société humaine. Oui, c'est exactement ça, parce que c'est là qu'on passe le plus de notre temps. Et donc, si ça marche pas bien, ça sert à rien de pousser beaucoup plus loin. Et donc, du coup, pour plus tard, moi, j'ai arrêté un peu de penser trop loin, parce que quand on voit les changements et les évolutions du monde sur tous les aspects, en fait, on peut toujours se projeter, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver entre-temps que c'est compliqué. Donc, pour moi, je me fais plutôt des objectifs de plus en plus vraiment court, moyen terme,
Et l'idée maintenant, on a repris une boîte, il faut la sauver, il faut la redresser, il faut que déjà qu'elle marche économiquement, qu'elle soit viable, la rendre rentable, chose qu'elle n'est pas comme beaucoup de startups, etc. Et donc pour moi c'est un objectif et on est dessus aujourd'hui. Déjà là en 4 mois, on a déjà les premiers 4 mois rentables depuis le début de Bloodigo, où notre marge couvre nos frais fixes, etc. Et pour moi c'est des éléments importants pour que nos projets qu'on pense et de toute façon on a commencé à prendre conscience sur ça, je pense, un peu partout, où il faut maintenant construire des entreprises viables et pas juste des entreprises sexy pour les investisseurs ou pour le consommateur parfois, etc., où on ne paie pas le juste prix des choses, etc. Il faut construire des modèles viables. Donc pour moi, c'est viabiliser ce modèle-là, mais dans la durée, parce qu'on dit rentable, où on est à zéro, mais non, ça permet pas d'aller plus loin, ça permet pas de mettre en place. Donc il faut vraiment, quand je parle viable, d'avoir suffisamment de fonds. Donc il y a vraiment un objectif économique commercial pour construire une entreprise qui ne met plus en difficulté ses salariés, ses fournisseurs, ses investisseurs créanciers, etc. Et donc pour moi c'est davantage ça, et que le tout soit dans un espace qu'on dit une société où il fait bon vivre, où on peut continuer à innover et faire en sorte que ça dure pour tout le monde. Bravo, merci beaucoup. Merci. Nous, on est persuadés que les entreprises, c'est des lieux hyper politiques, donc c'était hyper aligné avec tout ce que vous avez dit. L'idée, c'est aussi qu'on puisse prendre quelques questions. Je voulais juste en poser une dernière sur rapidement... moi, je trouve ça aussi hyper important de parler de ce qui a été difficile et ce qui a été dératé. Alors toi, Younes, ça fait pas longtemps, mais donc Philippe, toi, c'était quoi peut-être le moment où tu as failli tout arrêter, ou alors tu t'es dit que vous alliez un petit peu dans le mur, ou alors peut-être la plus grosse mauvaise surprise, parce que bon, on a beau étudier une boîte, comme tu dis, on connaît jamais vraiment exactement. Non, le moment le plus questionnant, parce que le début était presque trop beau en fait, on grossit tout le temps, le modèle il plaît, tout marche bien, et même on s'était dit waouh, on a un truc super. C'est le moment où ça marche plus, et en fait ça a été très salutaire d'être obligé de se mettre ensemble en disant qu'est-ce qui manque, pourquoi ça marche plus parce qu'il y a 20 personnes qui rentrent chaque semaine et qu'on n'a pas le temps de transmettre la culture à 20 personnes. Quand une personne rentre dans une équipe de 10, les 10 s'occupent de lui dire comment ça fonctionne ici. Quand c'est 5 qui constituent le début d'une équipe qui serait une équipe de 10 demain, mais qui arrive le lundi, très vite, ils entendent un peu quand même, ils lisent, puis ils comprennent juste la moitié de la culture, quoi. Ici, on fait ce qu'on veut. Il y avait une deuxième partie, dans l'intérêt du client et de l'entreprise. Ici, on est libre, non, mais est responsable. Et donc, le fait de se dire, c'est peut-être ça qui manque, et il faudrait qu'on pose un code de la route. Finalement, sur la route, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un code que chacun respecte. Heureusement, il y a quelques flics, mais il fonctionne aussi sans les flics. Et il ne sert pas qu'à ça. Et finalement, le code est garant de la liberté. On ne peut pas être libre s'il n'y a pas ce code de la route, en fait. On est bien libre d'aller comme on veut de Paris à Lyon, mais si personne ne respectait un code, cette liberté tomberait, parce qu'on n'a aucune chance d'arriver vivant à Lyon. On qu'on ait pris la Nationale 7 ou l'autoroute. Voilà, donc la liberté sans une règle du jeu, ça marche aussi pour le sport, finalement elle est fausse. Donc ça, d'avoir découvert ça, et puis de l'avoir découvert ensemble, et d'avoir trouvé une façon de le poser sans se renier, ça a été très puissant, parce que du coup, ça nous a été par exemple très utile quelques mois plus tard, quand le Covid est parti. En fait, on savait comment fonctionner, on savait comment passer au travers d'une crise. Donc, je ne pense pas que c'était au point de se demander si on allait tout arrêter, mais c'était un vrai moment intéressant. Et des boîtes d'acquisition où on pense qu'on s'est trompé, oui, il y en a. Alors, il y a au moins 2 types. Il y a des vendeurs plus ou moins indélicats, ou en fait, qui ont fait un peu comme moi au début, là, qui n'ont pas tout dit. Mais peut-être un peu plus que ce que moi j'avais triché. Moi c'était toute petite triche. Hein. C'était quand on demande combien vous allez apporter. Oui, puis après c'est pas pareil. Voilà. Là tu rachètes une boîte. Là c'est pas du tout comme prévu, et ça coûte très cher, etc. Donc ça c'est un peu pénible. Et puis parfois les gens ont dit exactement telle qu'elle est, mais on n'a pas su convaincre ou pas su se mobiliser suffisamment. Et donc c'est toujours assez difficile, ça. C'est des points pas marrants. Ouais.
Enfin, c'est des boîtes d'apprentissage plutôt. Pour être positif. Et toi, Younes, bon alors, on est encore tôt, mais... Oui, on peut découvrir d'autres difficultés plus tard. Non, là, en 4 mois, pour moi, après, chaque cas est très différent, mais en tout cas, pour moi, c'était aussi personnel au début. C'est-à-dire les premières semaines où le niveau d'incertitude et de méconnaissance du sujet, parce que c'est un nouveau secteur pour moi. On a beau étudier un peu pendant les fameuses 3 semaines pour préparer le dossier, mais 3 semaines. Immense 3 semaines, mais c'est pas suffisamment immense pour tout maîtriser sur une activité qui fait déjà 4 millions de CA, avec déjà ses clients, avec un secteur, même s'il peut sembler pas complexe, mais qui a quand même ses spécificités, etc. Et les premières semaines, chaque jour était... en fait, quand il y a un problème qui arrive, parce qu'il y a des soucis au quotidien sur les opérations, etc., on a du mal à voir jusqu'au bout ce que sont les conséquences, est-ce que ça implique, etc. Et alors que maintenant, ça va, parce qu'on voit, OK, quand c'est ça, c'est pas grave, le client. Mais au début, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et avec en plus des choses qui ne sont pas encore finies, parce qu'on gère encore administrativement, juridiquement, la session, etc. Et donc, le début de vivre un peu, du coup c'est plus moi, parce que l'équipe elle avait un peu moins de connaissances en produit, et elle vit la transition, mais ça va. Mais vivre un peu dans cette phase-là, c'est assez complexe. Et après, les autres difficultés, parce que je parlerai bien de l'autre reprise de Rue Tabago et des commis, c'est là où il y avait vraiment 2 équipes, et que je sais que c'était pour certains très bien. Moi, par exemple, je m'étais bien plu dans ce projet-là parce que j'y ai trouvé du sens, etc. Mais tu avais une partie de l'équipe qui l'a très mal vécu. Et quand on a 2 cultures un peu d'entreprise qui se rencontrent, et en plus 2 petites structures, 2 petites entreprises qui fusionnent comme ça, le changement elle est trop brusque et trop rapide. Et s'il n'est pas très bien accompagné, ça peut créer du coup des déçus et des déçus qui peuvent partir, etc. Mais donc en tout cas, c'est juste le changement brusque qu'on a que dans un projet un peu normal, c'est un projet entrepreneurial classique, on a le temps de voir les choses évoluer. Et c'est une chance, même si on voit que les choses avancent très vite dans un projet entrepreneurial classique, mais ça avance quand même moins vite dans le cas d'une reprise ou pour les personnes qui vivent le changement lui-même, quoi. Et il faut savoir le gérer. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Allez, on est parti. Bonsoir, merci beaucoup pour ces 2 témoignages. Est-ce que vous avez déjà prévu, alors peut-être plus vous Philippe, la sortie, et si oui, sous quelle forme vous comptez peut-être céder ou pas l'entreprise, ou la garder ou la céder à vos enfants, je ne sais pas. Voilà. C'est parce qu'on a dit que c'était 55 ans, il faut les céder. Non, mais c'est une question de savoir si quand on a repris, on pense aussi à la suite, et peut-être, voilà, pas forcément tout de suite, hein, mais est-ce que ça se prépare aussi en tant que cédant longtemps avant? C'est pas une question, déjà 40 ans. Alors, à cette question, jusque-là, je répondais non, pas du tout. J'y ai pas du tout pensé, puis j'ai pas du tout envie de partir, etc. Alors, j'ai toujours pas du tout envie de partir, mais par contre, j'ai commencé à y penser, peut-être avec un peu de manque d'humilité, en disant que j'ai en fait pas du tout envie de la vendre à Bouygues, Vinci ou Eiffage, mais qu'un jour, forcément, la question se posera, d'autant qu'ils sont tous en train de vouloir faire de la réno et qu'on est potentiellement une cible possible. Et donc depuis quelques semaines, j'ai en tête de réfléchir un peu plus à le principe de la fondation actionnaire. Et donc voilà, je suis en train de travailler ça. Je ne sais pas si j'irai au bout parce que j'ai des fonds, donc il faut quand même permettre aux fonds de sortir, même s'ils sont minoritaires. Hein, c'est les mêmes depuis le début, les fameux fonds. J'ai 20% de fonds. Donc il y a plein de contraintes, mais c'est un projet que je trouve assez passionnant. Et puis comme beaucoup des gens, enfin beaucoup, je crois qu'il y a 27 fondations actionnaires en France, donc ça ne va pas faire beaucoup, mais... Ouais, vu qu'on se parle entre nous, on a l'impression que c'est beaucoup. Ouais, mais pour beaucoup de ceux que j'ai pu lire, il y a cette idée que finalement, au départ, on a un peu
le sentiment ou l'impression que ça ne m'appartient pas, en fait, la boîte. Les gens me disent c'est ton argent parfois. Oh ben on fait ce que tu veux, c'est ton argent. Mais non, c'est pas mon argent. Mon argent est dans ma banque, là, c'est la banque de l'entreprise. Enfin, ça n'a rien à voir. Et donc cette idée-là m'amène à essayer de me concevoir cette idée de finalement, puisque les enfants ils vivent leur vie, que j'ai pas tellement envie qu'ils commencent avec plein d'argent et pas savoir quoi en faire. Bah, faisons autrement. Voilà. Mais je ne sais pas si ça ira au bout. Donc, Très clair, merci. Ouais. Bonsoir, merci, c'était captivant. Alors, j'ai plein de questions, mais je vais me faire taper sur les doigts, donc je vais en sélectionner juste Après, il y a une. un apéro, il y a même des bières, des chips et des graissins, donc je pourrais Ouais, mais discuter. les questions m'intéressent plus. Non, mais J'ai une question pour Philippe. Vous avez parlé de la fondation actionnaire, donc je vais pas revenir dessus, j'ai d'autres questions dessus, mais vous avez au début parlé de l'actionnariat salarié, que vous avez mis en place de manière assez large. Ça m'intéressait de savoir pourquoi, et ensuite quels sont les principaux succès à la mise en place de cet actionnariat salarié. Après la très forte phase de croissance, en même temps, on essayait de poser le modèle. Une des questions, c'était faut qu'on sache expliquer pourquoi on grossit, en fait. Et c'était cette idée de on grossit pour garantir une pérennité, on grossit pour partager les fruits d'eux. Et pour le rendre plus vrai, ça paraissait assez logique d'aller jusqu'à on va les partager vraiment, puisque par ailleurs, on n'a pas ou très peu de primes ou d'objectifs dans la boîte, c'est pas le principe. Par contre, l'idée de dire, si ça vous intéresse, vous pouvez être un bout de propriétaire. Ça pouvait avoir un sens au sens partage de l'histoire, partage de la valeur créée. Il n'y a pas de dividendes non plus, donc voilà, vous n'aurez pas des dividendes, mais vous partagez une valeur qu'on est en train de créer ensemble pour un jour. Ça, c'était l'idée de départ. Et ça a été une première vague qui a duré 5 ans, parce que je leur avais dit, vous ne pouvez pas le vendre pendant 5 ans, de toute façon, ce n'est pas liquide. Et c'est juste de l'achat. Vous pouvez mettre 10, 20, 30 000, mais il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'abondement, si j'ai bien compris. Non, dans cette première vague-là, il n'y avait rien du tout. Dans une deuxième vague, on a fait un peu la même chose, mais avec en plus un plan d'action gratuite, donc un peu associé. Il fallait quand même continuer d'acheter des parts, quoi qu'il arrive. Et après, dans un dernier temps, en plus, on a ouvert un fonds commun de placement d'entreprise, où là, on l'a ouvert qu'une fois, donc c'est pas tous les jours, c'est pas comme dans les grands groupes où chacun met toute sa participation et intéressement, puis au bout d'un moment, il ne sait même plus de quoi il est propriétaire. Non, là, on avait ouvert juste une petite tranche en disant, si vous voulez, cette fois-ci, vous pouvez prendre l'argent qu'il y a que vous avez laissé sur la participation et l'intéressement et le mettre. Voilà. Ça a été largement sursouscrit, et donc on a dû baisser les volumes. Mais oui, l'idée, c'était ça. Permettre de donner corps à cette idée d'entreprise partagée, et ensuite permettre réellement de créer de la valeur. Il y a un moment dans la deuxième phase qui fait que j'ai ajouté les actions gratuites. C'était que je trouvais le partage de valeur créée pas logique. Enfin, même en payant très bien les gens, même avec les croissances qu'on avait, la valorisation de la boîte, il y a un décalage dingue entre l'actionnaire et le salarié. Donc j'avais fabriqué le modèle d'action gratuite en prenant 2-3 de ceux qui étaient là au moment où j'ai racheté et qui avaient mis un peu d'argent dans la première phase de 5 ans, là, en disant comment eux peuvent espérer partir dans 5 ans, dans 10 ans, avec 1 million, par exemple. Et finalement, si on continue de réussir, etc., et ce n'était pas énormément d'actions gratuites en plus. Mais ça permettait de dire, là, il y a un vrai partage, quoi. Là, il y a un vrai quelque chose, parce que partir avec 1 million quand on est directeur de travaux dans une boîte de bâtiment, c'est assez rare en tant que salarié. Par contre, en construisant un plan d'actionnariat salarié, ça peut avoir un sens, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé au quotidien, ou en quoi c'est un succès ? Je ne sais pas très bien dire ce que ça change au quotidien, parce que la culture, elle aussi, change au quotidien et crée cet engagement fort. Et en plus, à chaque fois que je faisais des ventes d'actions, que ce soit dans la première partie sans action gratuite ou dans la deuxième, et un grand speech, je leur disais, OK, maintenant vous allez être actionnaire,
Il y a un truc que je ne supporterais pas, c'est que vous deveniez des crétins de financiers, que j'essaye de ne pas être. Par exemple, si j'en entends un jour qui dit à ses équipes, maintenant, tu as intérêt à filer droit parce que c'est mes sous, là, ça ne va pas le faire, quoi. Et donc, au quotidien, ça n'a pas changé énormément de choses. Il n'y a personne qui est venu me dire, maintenant que j'ai changé ma façon de voir. Les gens qui ont un projet autre et qui décident de partir, on en a eu, quand on parlait de ceux qui sont partis, par exemple, il y a ceux qui disent, moi, si je suis venu dans le bâtiment, c'est pour fabriquer des immeubles. Ouais, mais nous, on ne fabrique pas d'immeubles, donc on les rénove. Ils s'en vont, et qu'ils aient des actions, qu'ils n'en aient pas, ils s'en vont. Ça ne retient pas les gens, et je leur dis, c'est pas fait pour vous retenir. Donc je ne sais pas associer vraiment un changement du quotidien à ça. Je sais juste que ça fait partie de l'ensemble, quoi. Merci. On prend une dernière question, et après, ce que je disais avec le fait qu'il y ait des choses à manger, c'est que vous pourrez continuer à discuter avec Philippe et Younes, s'ils acceptent. Bonsoir, merci à tous les deux. Une toute petite question. Vous avez tous les deux fait appel à des fonds pour la reprise. Est-ce que vous avez mis des fonds propres et combien? Parce que j'imagine que du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir faire ce genre de reprise. Pas du tout, d'où le mensonge de départ des deux. En tout cas, pour ma part, pas vraiment. Ça, j'ai pas mis vraiment de. C'était avec. Il faut toujours mettre un petit peu, mais je peux être transparent. Moi, j'ai mis 12 000 € de ma poche pour la reprise, donc c'est pas grand-chose. Mais c'est juste pour montrer qu'on est aussi on est prêt à mettre quelque chose, etc. Mais le besoin, il dépassait nous pour le besoin qu'on a estimé dans sa totalité pour bien relancer l'activité, c'est à peu près 1 million d'euros. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à débloquer très vite 350 000 pendant les 3 semaines du tribunal, et après le delta, on est en train de le finaliser. Là, normalement, on va dire qu'il est quasi bon. Ils sont sur l'ITA d'ailleurs. On est sur l'ITA, il y a une poche réservée pour l'ITA. Non, je ne voulais pas trop citer les noms, je ne savais pas jusqu'à quel niveau il y a des trucs qui sont officiels ou pas. Parce qu'il y a il vient de certains dire à l'oreillette investisseurs que c'est officiel, donc vous pouvez il y a tous investir ce soir. Oui, pour l'ITA, il y a une poche pour l'ITA réservée. Donc, à partir de 500 €, vous pouvez participer aussi à la campagne qui est en cours de closing. Donc, c'est vraiment maintenant à faire si vous voulez participer, vivre la reprise via votre investissement. Donc, il faut forcément parler des investisseurs, il faut expliquer. Le produit n'est pas toujours très lisible. Moi, j'ai eu un peu de difficulté au début à expliquer une reprise à un investisseur. C'est pour ça qu'on s'est pas mal orienté vers des business angels ou certains fonds. Pareil, je ne vais pas dire tous les noms tant qu'on n'a pas tout clôturé pour ne pas, mais bientôt. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer le produit. C'est pour ça qu'on a fait aussi une valorisation exprès très basse pour aller vite, parce qu'il faut agir vite. Et même si maintenant que la reprise s'est faite, etc., et on voit ce qu'on a acheté, mais en fait, on n'a pas suffisamment de recul, donc il faut que le produit soit attractif quand même, mais il ne rentre pas trop dans les thèses. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour les fonds. Et donc, il faut parler à des particuliers et expliquer le produit. Et voilà, donc c'est plutôt avec... mais quand on l'explique bien, quand on le présente bien, les gens peuvent comprendre. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, face à nous, il y avait 2 grands industriels qui ont plusieurs millions d'euros de fonds propres. Et tu peux venir, toi, avec 12 000 € et gagner face à ces 2 grands acteurs en rassemblant des gens qui te font confiance et faire l'opération quand même. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui mérite d'être un peu plus démocratisé, parce que c'est vraiment accessible à tout le monde du moment qu'on pense pouvoir le faire et qu'on sait se faire entourer, s'entourer avec des gens sur le juridique, sur des financeurs, sur la levée, bref. Voilà. Et toi, Philippe, est-ce que tu avais des fonds propres et peut-être le montant que tu as acheté mais en comparaison de la taille de la boîte, pas énorme non plus. Mais par contre, oui, j'avais 40 ans, donc on a un petit peu plus de fonds à 40 ans que à ton âge, normalement. Alors, il a 40 ans aussi. Et j'avais fait un LBO chez Elis. Et donc, j'avais un peu d'économie. Donc, c'est ça que j'ai mis dedans, en fait. Donc,
Il devait y avoir 500 000 euros. Et pour t'as acheter- racheté. Et la reprise, pour avoir un ordre d'idée, c'était combien à l'époque? Le montant c'était en francs? 16 millions, je crois. D'euros. Mm. Ouais. Donc il y a quand même un effet de levier. Enfin, tu peux démarrer avec plus ou moins. Et ben ça fait une parfaite transition avec Frédéric pour parler justement du sujet financement et accompagnement de reprise. On vous remercie, Younes et Philippe. Vous avez le droit de vous rasseoir. Merci. Bon, ça va être difficile de passer après Philippe et Younes. Je vais essayer d'être court parce qu'il y a aussi le buffet qui attend. L'idée, c'était de vous présenter un petit peu pourquoi on a organisé ça avec Lola. Nous, il y a quelques mois, on s'est dit mais comment on peut accompagner ce sujet de la reprise et l'accompagner en conservant notre ADN, puisque l'ADN de Make Sense et de l'ITA, c'est vraiment d'avoir un impact environnemental, social. Et on voulait proposer une offre qui n'est pas encore très structurée sur le marché. Et donc, la réflexion derrière ça, c'était de se dire, il y a des PME qui vont être reprises. C'est un moment qui est important. On disait tout à l'heure, il y a des audits qui sont faits à ce moment-là. Il y a des diagnostics qui sont faits. Et c'est peut-être le bon moment pour, une fois que ce diagnostic est fait, se dire quel est le plan de transformation environnementale et sociale que l'on souhaite mettre en place. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, il y a le sujet du financement, comme on discutait. Nous avons l'habitude, que ce soit avec Sense ou l'ITA, d'accompagner des entrepreneurs pour le financement, mais on peut très bien aussi se positionner sur de la reprise d'entreprise. Et donc voilà un petit peu l'origine de ce programme qu'on essaye de pousser et qu'on va pousser dans les prochains mois, avec cette idée de transformation des entreprises, qu'elles soient reprises ou transmises interfamilialement, avec l'idée qu'il y a 5 piliers. C'est de mettre l'utilité sociale et écologique au cœur de la mission de cette entreprise. Et ça prend du temps. L'idée, c'est pas de faire ça du jour au lendemain. Comme disait Philippe, c'est tout un processus. Et au début, il faut s'acculturer à la société, à ses valeurs, à sa culture. Mais en tout cas, c'est mettre ça au cœur de la mission. C'est se fixer des limites pour protéger la planète. Donc, c'est toujours réfléchir sur quel est l'impact positif que je peux avoir et quel est l'impact négatif que je peux éviter. C'est là qu'on regarde notamment les sujets environnementaux. C'est également partager le pouvoir et la richesse. Donc, c'est totalement ce que disait Philippe. Il y a le partage à la fois de la richesse avec l'actionnariat salarié. L'idée aussi de mettre à terme des fondations d'actionnaires. Mais il y a aussi comment on exerce le pouvoir en interne, comment on le distribue, comment on peut faire venir au conseil d'administration des acteurs, des tiers, soit des salariés, soit voir des tiers extérieurs. Donc ce sont des sujets qui sont totalement d'actualité et qui ne sont pas dans l'économie traditionnelle. Il y a également donc coopérer pour transformer son secteur. Donc c'est comment ensuite on fait intervenir toutes les parties prenantes. Généralement, lorsqu'on est des sociétés à mission, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit beaucoup. Mais sans même être société à mission, on peut très bien avoir cette démarche-là au moment où on transforme l'entreprise. Et puis enfin, c'est donc proposer un environnement de travail sain et diversifié. Donc c'est tout le travail autour de comment on mobilise des équipes dans leur diversité et comment justement ça permet de créer ensuite de la valeur et du bien-être et du bien commun pour tout le monde. Voilà donc un petit peu comment l'idée, et derrière ça, comment nous on intervient. Je laisse la période peut-être pour Make Sense. Nous on intervient avec les métiers qu'on sait déjà faire, qui va être de faire au moment d'une reprise ou au moment d'une réflexion de transmission familiale, profiter du fait qu'il y a déjà un audit sur des questions plus financières, type due diligence, de regarder avec un œil qui est nous plus notre expertise, qui est c'est quoi le potentiel de transformation sur les questions environnementales et sociales de cette entreprise-là, et pour pouvoir justement faire un plan de transformation de l'entreprise avec des indicateurs clairs sur des sujets, par exemple de baisse d'émissions carbone, mais aussi sur des sujets, comme on l'a dit, de partage du pouvoir et de partage de la valeur. Donc voir avec le dirigeant sous quelle échéance on pourrait mettre en place de l'actionnariat salarié ou autre, et donc du coup que ce soit vraiment au cœur de cette reprise-là, avec
du coup une intervention à cette étape de diagnostic pour définir un plan de transformation avec le repreneur et ensuite un accompagnement sur 3 ans, donc un peu plus présent dans la première année. Où du coup il y a aussi tout ce sujet de comment on impulse ces nouvelles valeurs, etc., ces nouvelles façons de travailler et un peu plus espacé sur les années ensuite. Et du coup pour la partie LITA, on est vraiment sur... Voilà, sur l'ITA, donc nous, notre métier, c'est le financement. Donc on fait déjà du financement en equity de société impact, et Bluedigo est un bon exemple de comment on se positionne sur des sujets de reprise. On peut très bien également aller faire du financement en dette, dans le cadre du financement d'une reprise, avec une partie de la dette qui sera utilisée pour financer la reprise, au même titre qu'un emprunt bancaire classique, et une autre partie de la dette qui, elle, est là pour financer ce plan de transformation. Notamment s'il y a un sujet d'installer de nouvelles lignes de production pour baisser la consommation d'eau, pour baisser la consommation de carbone, s'il y a des innovations à effectuer pour développer de nouveaux produits avec une ACV meilleure. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce plan de transformation d'un point de vue financier, puisque ce n'est pas toujours le cas. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de partenaires bancaires qui, sur ces sujets un peu transformants, n'arrivent pas à suivre parce que ça ne rentre pas dans leur cadre d'analyse et dans leur intérêt non plus. Voilà. On s'est mis des premières idées de cibles. Après, aujourd'hui, on est ouvert à étudier des dossiers assez divers. Je disais, on a été, par réseau pour le moment, été contacté par plusieurs entreprises qu'on a étudiées. On s'était dit entre 5 millions et 200 millions d'euros de CA, mais après on peut regarder aussi un petit peu en dessous. Activité située en France. Bon, nous on est des boîtes qui s'intéressent quand même au sujet d'impact, donc pas le tabac, les armes, etc. Et donc, le but, c'est d'avoir des financements en dette qui vont être entre 1 à 5 millions d'euros. Et du coup, ça peut complètement être du cofinancement. D'ailleurs, c'est très souvent le cas, comme le disait Younes, c'est-à-dire que ça va être une partie du plan de financement. Et puis, il y a aussi l'enjeu d'aller chercher d'autres investisseurs là-dedans. La spécificité de l'ITA, c'est quand même toujours le côté crowdfunding. Ouais. Et donc le fait de pouvoir mobiliser aussi des acteurs peut-être de votre secteur qui veulent venir investir parce que ça peut les intéresser. Dans les premiers cas que vous avez fait, il y a eu ces cas de figure-là avec des industriels qui vont mettre de l'argent justement dans des crowdfunding. Et puis c'est un bon moyen aussi de mobiliser les clients, de remobiliser les salariés. Ça peut être, on l'a vu dans certains cas, où les salariés des sociétés que nous finançons viennent mettre leurs économies, parce que c'est un moyen pour ces personnes de participer au développement de leur société. Et voilà, on arrive au bout. Oui. Sur la dette, vous parlez de dette, mais c'est une dette obligataire qui est convertible ou pas, à quel prix, in fine ou pas? Alors, je veux dire, ça dépend. Non, en fait, c'est une dette obligataire à la base. On fait des maturités jusqu'à 5 ans, in fine, mais on peut avoir une part amortissable. Et en fait, le prix, là, ça va vraiment dépendre du risque sous-jacent du secteur d'activité. Nous, nos dettes, on est entre 7 et 11 ou 12%. 12%, on va être sur plutôt du VC loan, des sociétés qui sont assez risquées, et sur des sociétés in boni qui se développent normalement, moins risquées, on va plutôt être aux alentours de 7%. Mais après, c'est vraiment au cas par cas. On vous enverra de toute façon ces informations, le replay pour les absents ou si vous avez envie de diffuser. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'apéro a été magnifiquement installé par Anne, qui est notre directrice d'investissement, mais aussi qui met la main à la pâte comme tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup.